La première histoire sera l'histoire de Flora. Flora nous raconte quelque chose qui s'est passé lors de l'année 2016 alors qu'elle était partie en voyage en Californie. Elle avait à peu près 19 ans à cette époque et elle rendait visite à l'un de ses amis dans la ville de San Diego. Il se trouve que cet ami était d'origine mexicaine. Il venait précisément de la ville de Tijuana, donc il avait l'habitude de s'y rendre. Alors que le séjour de Flora se passait plutôt bien, son ami lui a à un moment donné proposé d'aller faire une soirée dans la ville d'où il vient, la ville de Tijuana. Flora ne voit aucun inconvénient de se rendre à cette fameuse soirée parce que elle est avec un ami déjà et en plus elle est déjà allée dans la fameuse ville de Tijuana, donc pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver d'aller passer un bon moment? Eh bien si elle avait su par avance ce qui allait se passer, croyez-moi que jamais elle n'aurait pris cette décision. Petit détail, c'est la première fois que Flora va se rendre dans la ville d'où vient son ami sans qu'il y ait les parents de ce dernier. Comprenez par là qu'ils seront totalement livrés à eux-mêmes là-bas. À ce duo s'ajoute une troisième personne, un autre ami qui lui aussi avait été invité à la fameuse soirée. Un plan s'organise donc, plutôt simple, partir assez tôt pour éviter une circulation plutôt dangereuse et chaotique. Le groupe part en voiture de San Diego, il se gare au niveau de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais côté États-Unis. L'objectif est simple, passer la frontière à pied et ensuite commander un Uber pour se rendre à la fameuse soirée. Après soirée, on s'amuse et ensuite, chemin retour, la même chose pour rentrer à la maison. Flora nous dit que le trajet se fait plutôt sans souci. C'est très simple de passer des États-Unis au Mexique, par contre c'est toujours un peu plus compliqué de faire le chemin inverse. Le Uber est commandé, il est pris de l'autre côté de la frontière, tout le monde se rend sur le lieu de la soirée et la soirée se passe. Le groupe s'est bien amusé, ils ont vraiment passé une très bonne soirée, c'était vraiment un point très positif dans le séjour de Flora, jusqu'à un moment. Après la soirée, le groupe décide de partir et de reprendre un Uber pour se rendre vers la frontière, la repasser et récupérer leur véhicule. Sauf qu'il y a un couac. Le Uber ne dépose pas directement le groupe devant la frontière, mais il les dépose à une certaine distance, à peu près 1 kilomètre. Donc maintenant le groupe est obligé de faire le chemin restant à pied. Flora nous dit que son amie, celle de base qu'elle allait voir à San Diego, est quelqu'un qui est toujours un peu dans la lune. Il ne fait pas forcément attention à son environnement, il n'est pas toujours en alerte ou sur ses gardes, il ne fait pas attention s'il peut y avoir un danger, ce genre de choses. L'autre ami, celui qui s'est greffé au groupe, lui est à l'opposé, à la limite de la paranoïa, toujours en alerte de ce qu'il peut y avoir. Il n'avait pas bu du tout de la soirée, en même temps il conduisait derrière, donc il a très bien fait. Et alors que le groupe était sur le chemin pour aller vers la frontière, c'est cet ami-là qui a remarqué quelque chose. Il a remarqué que derrière le groupe, il y avait 5 hommes qui les suivaient. 5 hommes habillés avec des vêtements amples, ils avaient des tatouages, et on voyait très clairement que chacun d'entre eux avait une arme à feu qu'ils essayaient tant bien que mal de dissimuler derrière leurs vêtements. C'était sûr que ces 5 personnes suivaient le groupe d'amis de Flora, car quand ils décidaient d'accélérer le pas, eux aussi le faisaient. Et généralement, quand quelqu'un copie ton comportement dans la rue, quand tu marches quelque part, c'est que la personne te suit ou ne veut pas te perdre de vue. Le groupe continue la marche, ils espèrent arriver à la frontière le plus rapidement possible, sauf que ils se disent que ces hommes les rattraperont avant qu'ils arrivent là où ils voulaient aller. Et c'est là que sur le chemin, ils tombent sur une petite supérette. Le groupe se dit donc qu'ils vont rentrer à l'intérieur pour faire une petite pause, pas forcément semer le groupe d'hommes, mais aller dans un lieu entre guillemets public. Ils se disent que si jamais ces hommes ont des mauvaises intentions, jamais ils le font dans une supérette. Le groupe d'amis patiente un petit peu dans la supérette, il n'y a pas d'interaction entre le groupe d'hommes qui les a suivis, qui eux aussi sont entrés dans la supérette. Ils marchent au travers des rayons et les hommes, eux, restent aux alentours. À chaque fois, ils s'arrangent pour toujours avoir Flora et ses amis dans leur champ de vision. Le groupe d'amis fait comme si, eh bien, ils n'avaient pas remarqué qu'ils étaient suivis, ils font comme s'ils faisaient quelques courses, et c'est en arrivant au niveau des caisses, après avoir payé un petit paquet de chips ou quelque chose comme ça, histoire de faire genre qu'ils achetaient quelque chose, là, le groupe d'amis se met d'accord sur quelque chose. Ils se disent, maintenant, on court. Immédiatement, le groupe sort de la supérette et part. Ils tracent, ils courent super vite, ils font tous le plus gros sprint de leur vie, et les 5 hommes, eux, se mettent à leur courir après. Ayant pris un petit peu d'avance, Flora et ses amis arrivent un petit peu à les semer, en tout cas à mettre de la distance entre eux et ce groupe d'individus, et en arrivant de plus en plus vers la frontière, là, le groupe d'hommes qui les suivait s'est arrêté. Pourquoi? Parce que à la frontière, il y a des policiers américains qui ne laisseront pas rentrer n'importe qui comme ça dans le pays. Donc plutôt que de se confronter à des problèmes, le groupe d'individus qui avait pris en poursuite
le groupe d'amis de Flora a décidé de s'arrêter. Fort heureusement pour Flora et ses amis d'ailleurs. C'est en arrivant vraiment au niveau de la frontière que là, Flora et ses amis ont vraiment été détendus avec la police, etc. Ils se sentaient beaucoup plus en sécurité. Et c'est seulement en arrivant dans leur voiture que là, eh bien, un des amis de Flora a compris ce qui venait de se passer. En fait, pour lui, le groupe d'hommes qui les a poursuivis était un groupe qui faisait partie d'un cartel. Leur spécialité serait le kidnapping qui aurait deux objectifs. En gros, soit Flora et ses amis se seraient fait agresser, ils auraient été frappés et détroussés, ou alors ils auraient été kidnappés, emmenés ailleurs, et ensuite il y aurait eu une demande de rançon. C'est quelque chose qui a énormément traumatisé Flora par la suite, dans le sens où elle se dit que si jamais elle n'avait pas couru aussi vite qu'elle l'a fait à ce moment-là, peut-être qu'elle ne serait plus là, qu'elle n'aurait jamais pu partager son histoire. Malgré tout, elle a quand même décidé de retourner dans la ville où ces événements se sont passés. Après, les événements ne se sont pas passés directement dans la ville, ils se sont passés plus vers la frontière. Et quand elle y est retournée, eh bien, il ne s'est rien passé. Donc elle pense en fait que sa situation, eh bien, c'était juste une mauvaise coïncidence, qu'elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, que si ça n'avait pas été elle et ses amis à ce moment-là, ça aurait été peut-être d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, on est très heureux que Flora n'ait rien eu, bien évidemment. Je te remercie d'avoir partagé ton histoire, j'espère que je l'ai bien raconté. Et maintenant les amis, on est parti pour se plonger dans la seconde histoire. Dans cette histoire, on va voir quelque chose qu'un abonné m'a raconté, mais ce n'est pas quelque chose qui lui est arrivé directement à lui, c'est arrivé à son grand frère qui vivait aux alentours de Strasbourg. Pour l'histoire, nous allons l'appeler Brice. C'est une histoire qui s'est passée durant l'année 2019. Brice était âgé de 19 ans en novembre et il venait d'intégrer l'armée. Il a fait son service et à un moment donné, il a eu des vacances bien méritées. Avec des collègues qui sont devenus des amis, ils ont ensemble loué un Airbnb et voulant vraiment profiter un maximum de leurs vacances, ils ont décidé de faire une petite soirée. Un Airbnb a donc été loué dans un lieu assez particulier car il l'a loué dans la campagne, dans un village connu apparemment par rapport à des disparitions. Au moment de louer le Airbnb, Brice, lui, il s'en fiche, il se dit qu'en plus ça fait un Airbnb qui est vraiment très qualitatif et pas très cher. C'est vers 16h qu'il arrive au fameux Airbnb pour tout préparer, et alors qu'il est en pleine préparation en compagnie de son meilleur ami, il entend un énorme bruit venant du plafond. Étant assez courageux, les deux hommes ne se posent pas de questions, ils décident d'aller investiguer et voir ce que c'est. Ils vont donc au grenier, étant sûrs tous les deux d'avoir entendu un bruit et ne voyant rien. Là, les deux hommes commencent un petit peu à angoisser et à se poser des questions. Ensemble, ils retournent ensuite continuer leur décoration en ayant toujours en tête ce qu'il venait de se passer. L'après-midi continue, il ne se passe rien d'autre et vient ensuite vers 19-20 h le début de la soirée où les différents invités arrivent. Ils étaient à peu près 7 pendant la soirée. La soirée se passe plutôt bien, tout le monde passe un bon moment. Et vers 23 h, ayant assez chaud, Brice décide d'aller aux toilettes pour se rafraîchir un peu le visage. Et alors qu'il passe de l'eau sur son visage, il entend de nouveau un bruit qui vient du plafond. Ce bruit était à peu près le même que celui qu'il avait entendu avec son ami plus tôt, mais il entend un second bruit qu'il n'avait pas entendu avant. Ce bruit, c'était un rire. Immédiatement, il est allé voir ses amis pour leur en parler. Et évidemment, dans l'euphorie de la soirée, tout le monde pense qu'il a peut-être trop bu ou qu'il a imaginé quelque chose, mais personne ne prend ça vraiment au sérieux. D'ailleurs, même Brice pense que c'est ses amis qui ont imité un rire pour lui faire peur. Lui-même se pose des questions, il ne sait pas s'il a vraiment entendu quelque chose qui venait du grenier ou si peut-être c'était une farce. Mais il y a un événement qui va mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose de pas normal. Cet événement, c'est la trappe du grenier qui s'ouvre toute seule. Ça jette un froid direct sur la soirée. Tout le monde part se cacher en laissant la lumière allumée. Bien qu'il y ait 7 individus dans la maison, personne n'est serein. Tout le monde se pose des questions sur ce qu'il peut se passer et ils vont vite avoir des réponses. Ce que le groupe voit, c'est un homme qui semble assez âgé, qui est habillé de vêtements délabrés, qui descend du grenier. L'homme ne semble pas être dans un état normal. Il a sûrement soit consommé des substances, soit consommé beaucoup de boissons alcoolisées. L'homme regarde un petit peu autour de lui une fois qu'il est arrivé, on va dire, au rez-de-chaussée. Il a toujours ce rire, mais c'était pas un rire en fait comme si quelqu'un rigolait à une blague. C'était comme si c'était un rire qui n'était pas contrôlé. L'homme, voyant qu'il n'y a rien autour de lui, part par la porte d'entrée. Et une fois qu'il est dehors, Brice et ses amis ont entendu un énorme cri. Un cri qui semblait être un cri de rage. Après ça, le silence est revenu.
Brice et ses amis ont attendu un petit peu cachés avant de sortir et de regarder si l'homme était toujours là et de refermer la porte d'entrée. L'homme n'était plus là, donc la porte d'entrée a été verrouillée pour que tout le monde se sente en sécurité. La police a été appelée et de ce que la police a pu dire à Brice, suite à la description que le groupe a fait de l'homme, cet homme est quelqu'un qui est entre guillemets connu dans le village. Il serait impliqué dans quelques affaires, notamment des affaires d'abus. Quoi qu'il en soit, la police est ensuite partie à la recherche de cet homme, mais malheureusement, en tout cas au moment des faits, il n'a pas été retrouvé. Brice pense qu'en fait l'homme squattait dans le grenier, il est resté dans le grenier pour ne pas montrer qu'il y avait de vie dans le Airbnb, et entendant sûrement toute l'activité dans la maison, l'homme a voulu partir pour éviter d'être démasqué. C'est là que ce témoignage s'arrête, alors témoignage particulier parce que c'est un abonné qui me raconte une histoire qui est arrivée à quelqu'un de sa famille, c'est pas arrivé directement à l'abonné, mais ça reste une histoire qui est incroyablement folle et glauque. En tout cas, on peut être que très heureux qu'il ne soit rien arrivé à Brice et à ses amis, et peut-être que Brice d'ailleurs s'en est voulu un petit peu après d'avoir loué ce Airbnb, malgré la réputation qu'il y avait dans le village. Dans cette dernière histoire, nous allons suivre le témoignage de Lara. Lara nous raconte que durant l'année 2018, un drame a surgi dans sa vie. Elle a malheureusement perdu sa grand-mère le lendemain de son anniversaire. Ça a été une épreuve qui a été très difficile à surmonter, et donc dans sa peine, Lara a décidé d'essayer de rentrer en contact avec sa grand-mère au travers de divers moyens, les moyens qui permettent d'entrer en contact avec des esprits. Elle a tenté plusieurs fois, pendant 2 semaines sans avoir aucun résultat. Mais c'est à peu près à la date de l'enterrement de sa grand-mère que là, elle a commencé à vivre des choses qu'elle n'explique pas. Elle avait 2 anges en statue qui lui avaient été offerts par sa grand-mère. Elle nous dit que la grand-mère en faisait la collection et voulant partager cette passion avec sa petite-fille, elle lui en avait offert 2. Et bien ces 2 statues ont été brisées à des moments différents, soit pendant la nuit, soit alors que Lara n'était pas chez elle. À un autre moment, un cadre avec une photo de la grand-mère s'est brisé un soir, faisant vraiment un bruit très fort, un bruit qui ne correspondait pas vraiment à ce que le cadre a subi. Normalement, on aurait pensé entendre quelque chose comme du verre qui se brise, sauf que là le bruit était beaucoup plus sourd. Encore à un autre moment, la mère de Lara voulait afficher un nouveau cadre dans la maison. Elle l'avait acheté mais elle ne l'avait pas encore exposé, donc ce cadre était sous un placard pour ne pas être abîmé et il attendait là le temps que la mère de Lara fasse les démarches nécessaires pour afficher ce fameux cadre. Sauf que ce cadre s'est lui aussi brisé alors que personne n'y avait touché. Encore plus tard, Lara est partie en vacances avec sa famille et en revenant chez elle, elle a été surprise de voir que sa grand-mère, donc la grand-mère de l'autre côté de sa famille, voulait partir de manière très précipitée. Lara l'a appelée plus tard pour savoir pourquoi. Est-ce qu'elle était énervée? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Et sa grand-mère lui a avoué quelque chose de surprenant. Un soir, alors qu'elle dormait, elle s'est réveillée pour aller boire un verre d'eau. Et en se réveillant, elle a vu une ombre dans la chambre de Lara. Voulant savoir ce que c'était pour en avoir le cœur net, la grand-mère est donc allée dans la chambre et elle a vu ce qui semblait être une personne assise par terre et qui caressait un doudou que Lara avait dans sa chambre. C'est quelque chose qui a fait paniquer la grand-mère, donc elle a simplement refermé la porte et elle est retournée dans la chambre où elle dormait, mais elle a eu beaucoup de mal à retrouver le sommeil. D'autres événements se sont produits, souvent dans la chambre de Lara, comme des objets qui se brisent ou qui disparaissent, et tout s'est arrêté au moment où Lara a déménagé. C'est là que le témoignage de Lara s'arrête. Alors personnellement, au vu de l'histoire, j'ai une théorie qui se tient évidemment si on croit au paranormal. Il faut savoir, de ce que j'ai pu apprendre avec différentes recherches pour des vidéos, etc., que quand on cherche à entrer en contact avec les esprits, on envoie une sorte de signal. Et tous les esprits peuvent voir ce signal, pas forcément celui qu'on cherche à contacter. Eh bien, je pense dans ce cas-là que Lara a capté l'attention d'un esprit, et cet esprit est celui d'un enfant. Ça expliquerait la vision de l'ombre qui caresse un doudou, ça semble être quelqu'un d'assez enfantin, et ça pourrait aussi expliquer pourquoi il y a des objets qui se brisent. Un enfant naturellement peut être assez maladroit, donc ça pourrait expliquer justement tous les objets qui ont été brisés au fur et à mesure du temps. Évidemment, c'est une théorie qui côtoie le paranormal, donc les plus sceptiques
ne seront pas forcément d'accord avec moi, donc à ce moment-là on peut partir sur simplement des coïncidences ou quelque chose d'autre dont je n'ai pas idée encore actuellement. En tout cas Lara, merci à toi d'avoir partagé ton témoignage, j'espère que je l'ai bien raconté. La première histoire sera un témoignage qui m'a été partagé par Léa. Léa nous dit qu'au moment des faits, elle vivait dans la banlieue de Nantes et qu'elle était mineure. Les événements se sont passés en fin de journée et Léa nous explique qu'elle avait pour habitude de prendre le bus pour se rendre en cours et pour rentrer de cours et aller chez elle. On est donc en fin de journée, après les cours, Léa a donc pris le bus pour rentrer chez elle après une dure journée de travail et dès qu'elle est rentrée dans le bus, Léa nous explique qu'elle a ressenti une sorte de malaise. Donc, tout naturellement, elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, non pas pour voir ce qui lui avait provoqué ce malaise, mais simplement pour voir s'il y avait une place de disponible. Et c'est pendant justement qu'elle jette ce petit regard autour qu'elle remarque qu'un homme la regarde sans bouger les yeux. D'abord, Léa se dit que c'est juste une coïncidence. Elle vient de rentrer dans le bus, donc ça peut attirer le regard, il y a une activité qui se présente, les gens peuvent regarder comme ça. Sauf que, inconsciemment peut-être, elle comprend que le malaise qui s'est déclenché sur elle venait de cet homme. En fait, ce malaise, c'est qu'elle avait le sentiment d'être observée. Mais pas vraiment observée comme si elle passait dans une rue et que des passants la regardaient. Elle sent qu'elle est observée d'une manière assez particulière. Bon, vous l'aurez compris, le regard de l'homme est très insistant sur Léa. Notre jeune amie, pour se rassurer, prend une décision plutôt intelligente. Elle décide d'éviter de s'asseoir à une place qui se trouve soit proche de cet homme, soit dans son champ de vision. Elle décide donc de s'installer à l'arrière du bus, comme ça elle sera à une certaine distance, et en plus de ça, elle aura un contact visuel sur lui. Elle pourra le surveiller en quelque sorte. Les événements qui ont suivi ont confirmé à Léa qu'elle avait très bien fait de s'asseoir à l'arrière, parce que pendant toute la durée du voyage, elle a constaté que l'homme l'a regardé plusieurs fois, comme ça, sans raison. Je tiens à préciser ou à repréciser quelque chose quand même, pour montrer que la situation est assez étrange, c'est que Léa est mineure à ce moment-là, et l'homme, lui, est d'âge mûr. Et un homme d'âge mûr qui regarde aussi fixement et de manière aussi insistante une jeune fille mineure, c'est bizarre. Et je pense qu'en rappelant ce point-là, on peut comprendre pourquoi Léa est aussi mal à l'aise dans cette situation. Léa dit, pour nous parler un petit peu de son état d'esprit pendant le trajet, qu'elle est partagée en fait entre deux sentiments. D'un côté, elle se demande en fait si elle n'est pas juste paranoïaque, qu'en fait tout n'est qu'une coïncidence, que l'homme a juste un comportement un peu étrange mais sans plus. Mais d'un autre côté, son instinct lui dit, il y a un danger. Pour essayer de comprendre un peu ce qu'il se passe, Léa décide de mettre en place un stratagème. Vous savez, quand on prend un bus, ce type de transport en commun en tout cas, eh bien pour indiquer qu'on souhaite descendre, il faut presser un bouton pour signaler au conducteur ou à la conductrice qu'on souhaite descendre au prochain arrêt. Ce que fait donc Léa, c'est qu'elle se lève et elle appuie sur le bouton. L'objectif, c'est de voir si l'homme réagit à cette situation. Effectivement, l'homme se lève. Encore une fois, ici, on a deux possibilités. Soit l'homme pense que Léa va sortir et il souhaite la suivre, soit c'est une coïncidence et il sort au même arrêt. Sauf que là, Léa va avoir une réponse à sa question. Les portes du bus s'ouvrent, Léa ne descend pas et l'homme non plus. Donc pour Léa, c'est clair et net. Toute la situation qu'elle a vécue n'est pas une coïncidence, n'est pas un homme un peu étrange mais qui n'a aucune mauvaise intention vis-à-vis d'elle, c'est bien quelqu'un qui a fait d'elle sa cible. Le bus repart, sauf que maintenant, on approche de l'arrêt où Léa doit sortir. Donc, elle essaye de réfléchir à un nouveau stratagème pour essayer de duper l'homme, sauf qu'elle ne peut pas faire grand chose. Elle ne peut pas faire comme par exemple dans un métro, sortir au moment où il y a un signal sonore indiquant que les portes vont se fermer. Elle est obligée en plus d'appuyer sur le bouton pour dire qu'elle veut sortir. Donc là, elle n'a pas trop de possibilités. Elle appuie donc sur le bouton, le bus s'arrête à l'arrêt qui est le plus proche de chez Léa, et Léa sort du bus. Et comme elle s'en doutait, l'homme sort à son tour. De l'arrêt de bus à chez Léa, il y a à peu près 10 minutes de marche. Ça peut être assez long, surtout dans le genre de situation que vit Léa à ce moment-là, et il peut se passer également beaucoup de choses pendant ce laps de temps. Donc Léa marche un petit peu, et elle se retrouve en plus dans une position délicate. Pendant tout le trajet où elle était dans le bus, rappelez-vous, elle était derrière l'homme, donc elle pouvait en quelque sorte le surveiller. Maintenant, elle est devant lui, donc elle ne voit pas ce que l'homme fait. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait peur, et en plus de ça, elle ne veut pas montrer à cet homme qu'il a entre guillemets une emprise sur elle de par cette peur. Donc elle ne veut pas regarder derrière son épaule pour voir ce que l'homme peut faire. Elle veut faire croire qu'elle vit sa vie, qu'elle n'a rien remarqué et qu'elle est totalement maîtresse de ses capacités. Alors qu'au fond elle est vraiment paniquée. Donc pour retrouver le contact visuel,
Léa décide à un moment donné de s'arrêter et de s'agenouiller pour faire comme si elle faisait ses lacets. C'est quelque chose qui peut être pratique pour que l'homme passe et que Léa repasse donc derrière lui, mais ça peut aussi être assez dangereux car l'homme à un moment donné se retrouverait à côté de Léa et là il aurait pu faire quelque chose. Mais fort heureusement, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est la première circonstance que j'ai décrite. Donc, l'homme passe sans rien dire à côté de la jeune fille. Léa patiente un petit peu et elle reprend sa route. Alors qu'elle suit son chemin pour rentrer chez elle, elle prie, elle croise les doigts pour que l'homme à un moment donné prenne une autre rue, mais étonnamment, l'homme prend exactement le chemin que Léa doit prendre. Voyant cela, Léa se pose encore quelques questions. Elle se dit, mais est-ce que cet homme m'avait déjà vu avant? Est-ce qu'il sait où j'habite et donc il s'y rend directement pour m'intercepter? Ou pas du tout? Donc, pour s'assurer encore un peu de sécurité, Léa décide de ralentir pour mettre un peu plus de distance entre elle et cet homme qui l'effraie. Elle arrive donc à un moment donné dans une rue qui se finit par un virage et au bout de ce virage, il y a le domicile de Léa. Pour contextualiser vraiment comment est cette fameuse rue, elle nous dit qu'il y a un virage et un buisson qui se trouve sur le trottoir. Donc si quelqu'un prend le virage en passant par le trottoir, on ne voit plus parce qu'il est masqué par le fameux buisson. Donc l'homme a pris le fameux virage par le trottoir et il devenait maintenant hors de vue des yeux de Léa. Et en voyant ça, son instinct lui dit quelque chose. Il lui dit que l'homme est là à attendre, qu'il s'est en fait arrêté après le buisson, qu'il n'a pas continué sa route et qu'il attend que Léa passe pour faire on ne sait quoi. Donc, écoutant son instinct, Léa a décidé de s'arrêter net au milieu de la route, non pas sur la chaussée mais sur le trottoir, et de patienter quelques secondes pour voir si quelque chose se passe. Et elle a très bien fait de patienter car elle a vu quelque chose qui l'a effrayée et dont elle se souvient encore très bien aujourd'hui. Ce qu'elle a vu, c'est que l'homme a passé sa tête juste à côté du buisson pour jeter un coup d'œil. Il avait un sourire sur son visage, un sourire très malsain, comme s'il était fier du plan qu'il avait préparé pour Léa au moment où elle allait passer et prendre le fameux virage. Évidemment pour Léa, il était hors de question de continuer la route, donc Léa a rebroussé chemin et elle a fait un détour pour rentrer chez elle. Fort heureusement, le chemin qu'elle comptait emprunter de base n'était pas le seul et unique chemin, elle pouvait faire un détour un peu plus compliqué certes, mais du coup, vis-à-vis de la situation, beaucoup plus rassurant, et elle a pu rentrer chez elle, saine et sauve. Elle a été bouleversée par ce qu'elle a vécu en cette fin de journée après les cours. Elle n'en a pas parlé à ses parents, étant bouleversée par ce qu'elle avait vécu. Léa y a beaucoup repensé. Elle s'est posé des questions, non pas forcément sur qui était l'individu parce qu'elle ne l'avait jamais vu avant, mais plutôt sur ses intentions. Que voulait-il ? Est-ce qu'il voulait abuser d'elle ? Elle ne pense pas forcément qu'elle avait affaire à quelqu'un qui voulait la kidnapper, parce que l'homme était à pied, donc kidnapper quelqu'un à pied, ça reste assez compliqué, même si cet homme en soi aurait eu le dessus physiquement sur Léa. Mais quoi qu'il en soit, ses conclusions ressortaient vers la même chose, le fait que cet homme avait des mauvaises intentions à son égard. L'histoire ne s'arrête pas là totalement. Il y a un dernier élément, une dernière petite partie qui porte un message important. Un message qui, vous allez voir, est lourd de sens. Un peu plus tard, alors pas la même journée, on avance un tout petit peu dans le temps de quelques jours, Léa partait avec ses parents en voiture pour aller faire on ne sait quoi, et alors qu'elle était dans la voiture, quand la voiture est allée sur la route, elle a revu l'homme qui l'avait effrayé. Sauf que cette fois-ci, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une femme et dans ses bras, il tenait un bébé. Cet homme, en fait, était un père de famille. La chose à comprendre derrière tout cela, c'est qu'il faut toujours, d'une part, écouter son instinct, mais également se méfier de ceux qui, d'apparence, nous semblent sans danger. C'est là que le témoignage de Léa se termine. Léa, merci à toi de m'avoir partagé ton histoire. C'est une histoire que je voulais partager parce que déjà, on a cette situation où on a un adulte qui a des intentions d'une part étranges et avec le déroulé de l'histoire, on pense des intentions malsaines vis-à-vis d'une mineure. Donc déjà là, on a quelque chose de troublant. Et en plus de ça, cette situation-là, en général, je crois que c'est une situation qui arrive énormément aux femmes en général. Je sais que vous êtes beaucoup de femmes à suivre la chaîne selon les statistiques, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si je dis des bêtises ou pas, mais c'est pas la première histoire de ce type que j'ai pu recevoir en tout cas, où les femmes sont victimes de regards insistants, de comportements étranges, voire même déplacés. Et je trouve que c'est assez problématique, malheureusement, que même dans les transports en commun, sur des trucs du quotidien, les femmes
soient obligés de rester constamment sur leur garde. En tout cas, on ne peut être que très heureux que Léa ait été constamment sur sa garde, qu'elle ait toujours analysé la situation et cherché des solutions pour se sortir de quelque chose qui lui paraissait être un danger. Elle ne s'est pas dit « Oh non, en fait, cet homme, il n'est pas dangereux, il n'y a pas de raison, je continue ma route ». On est bien heureux qu'elle ait écouté son instinct, qu'elle ait décidé de faire un détour que plutôt passer par le chemin à côté du buisson, car qui sait ce qui aurait pu lui arriver. Maintenant les amis, je vais vous partager un témoignage qui est très difficile, mais ce témoignage, comme le premier, montre quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent que d'habitude. Beaucoup trop souvent, malheureusement. Ce témoignage sera celui de quelqu'un que nous allons appeler Madison. Madison nous raconte qu'elle participait à une sorte de festival. Il y avait beaucoup de concerts, elle avait fait une sorte de marathon de concerts, donc elle était un peu fatiguée, et elle avait décidé de partir lors d'un concert, sauf que elle a été intriguée par un artiste qui passait sur scène. Elle a plutôt bien apprécié la musique qu'il proposait, donc elle est restée là à écouter tranquillement. Elle pensait de base partir, mais finalement, prise par l'ambiance qui était vraiment géniale, elle passait vraiment un bon moment, et bien elle s'est dit bon c'est pas grave, je me reposerai plus tard. Il y avait beaucoup de monde, et vous savez que dans ce genre d'événement, il peut arriver qu'il y ait quelques bousculades. Parfois ça peut être violent, parfois un peu moins, mais dans le cas de Madison, ça a été si violent qu'elle en est tombée par terre. Au début, elle ne se dit qu'il n'y a rien d'anormal. Ça peut arriver, la personne qui l'a poussée n'a pas fait exprès, elle se relève, on n'en parle plus, elle continue de profiter de son concert, ou elle repart. Sauf que ce qui s'est passé est dramatique. Au moment où elle a essayé de se relever, elle a senti une pression au niveau de sa tête qui l'empêchait de se mettre debout, comme si quelqu'un la retenait contre le sol. Directement, Madison a eu un sentiment, le sentiment que cette action-là, de la presser contre le sol, était volontaire. Elle a essayé de se débattre pour se relever, enlever la pression qui la maintenait au sol, mais sans succès, car une autre personne la maîtrisait alors qu'elle était à terre. Elle était allongée au sol, maintenue par un homme qui s'était posé sur elle et un autre qui avait posé son pied sur sa tête pour la bloquer. Elle sentait un visage, ainsi que, elle pense, des genoux, elle ne voyait pas vraiment, lui écraser les os, ce qui la faisait souffrir atrocement. Et c'est là qu'elle a senti quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Elle a senti le short qu'elle portait être baissé petit à petit. La deuxième personne, celle qui l'a maîtrisée au sol, a ensuite abusé d'elle au milieu de la foule. Évidemment, Madison était en détresse. Elle a crié, elle a appelé à l'aide, elle était persuadée que quelqu'un allait intervenir. Mais malheureusement, personne n'a répondu à sa détresse. La seule chose qu'elle voyait, c'était des chaussures. Elle entendait des rires et des moqueries. Elle entendait des gens dire qu'il y avait des chambres d'hôtel pour ça. Les gens pensaient que cette relation était consentie et ils ne faisaient pas attention aux appels à l'aide de Madison. C'est comme si personne ne comprenait la scène qu'ils avaient devant les yeux. Finalement, un agent de sécurité a pris les appels de Madison au sérieux et il est intervenu. Sauf que les deux individus qui avaient fait du mal à Madison avaient terminé ce qu'ils voulaient lui faire et ils s'étaient enfuis au moment où l'agent de sécurité a retrouvé la jeune fille. Madison a été emmenée et prise en charge par les pompiers, elle a été emmenée à l'hôpital, elle a dit ce qui lui était arrivé, donc la police est venue pour prendre son témoignage. Ils ont pris des empreintes, un appel à témoins a été réalisé, mais malheureusement, malgré le monde qu'il y avait pendant ce festival, personne n'a été en mesure d'identifier les deux hommes qui ont fait du mal à Madison. C'est un événement qui, d'une part, lui reste en tête car très difficile psychologiquement, mais il a également eu un impact sur elle physiquement. Effectivement, voulant avoir de l'aide durant l'horreur qui lui a été faite au festival, elle a crié. Elle a crié de toutes ses forces pour se faire entendre. Il y avait la musique, donc elle avait du mal à faire en sorte que quelqu'un vienne l'aider, à crier. Donc elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait. Elle a crié de toutes ses forces à tel point que ses cordes vocales se sont rompues. Elle en garde encore des séquelles aujourd'hui. Elle ne peut plus crier, elle ne peut plus émettre certains sons. Et les deux individus qui lui ont fait du mal, eux, n'ont jamais été retrouvés. Madison, merci à toi pour ce témoignage très dur si tu te reconnais. J'espère du fond du cœur qu'aujourd'hui tu vas mieux,
que tu vis une vie où tu es heureuse, tu mérites vraiment tout le bonheur du monde. Un des messages de fond dans ce témoignage est un message concernant ce qui s'appelle l'effet témoin. Alors, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais vous allez comprendre de quoi je parle, je pense. L'effet témoin, c'est quand on assiste à quelque chose et qu'on n'intervient pas parce qu'on se dit quelqu'un d'autre va le faire. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Alors pas du tout dans les mêmes circonstances que Madison, c'était dans des situations beaucoup moins dramatiques où par exemple dans ma rue il y a une bagarre où tu te dis je vais pas appeler la police, le voisin va s'en charger. C'est ça. Donc, si jamais vous assistez à quelque chose qui nécessite l'intervention de quelqu'un, parce qu'une personne est en détresse, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse, faites-le vous-même, parce que si chacun a ce mode de pensée, finalement la personne en détresse ne reçoit jamais d'aide. Et on voit que ce genre de comportement peut avoir des conséquences dramatiques, comme l'a montré l'histoire horrible de Madison. Nous allons maintenant conclure avec une dernière histoire. Et cette histoire, ce sera celle de Candice, ou Cancan pour les intimes. Candice nous raconte que dans le cadre de ses études, elle a dû réaliser un stage à l'étranger. Un stage en entreprise qui se déroule sur plusieurs mois. Et si vous ne le savez pas, généralement, quand on a ce genre d'impératif dans le cadre de ses études, on ne choisit pas la période du stage. C'est imposé par notre école. Et donc parfois, pendant cette fameuse période, il peut y avoir des événements. Pour Candice, ça a été le cas. Pendant la période où elle faisait son stage en entreprise à l'étranger, il y a eu son anniversaire. Donc, un maximum de joyeux anniversaire Candice dans les commentaires, ça lui fera plaisir je pense. Même si c'est en retard, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Donc, à l'approche de son anniversaire, quand elle était à l'étranger, elle s'est dit, autant fêter ça quand même dignement, je vais aller faire un petit voyage avec une amie. Je vais pas faire ça là où je fais mon stage, j'y suis tous les jours, autant changer un peu d'air, aller dans un endroit paradisiaque. Il se trouve que ce petit paradis sur Terre, les Bahamas, la destination qu'elle avait choisie, s'est transformé en véritable enfer. Pour ce voyage, les deux amies qui n'avaient pas de connaissances sur place avaient deux possibilités devant elles. Soit prendre un hôtel, soit prendre un Airbnb. Elles ont fait leur petite recherche et elles sont tombées sur un logement qui en termes de prix était très accessible. Le truc était plutôt mignon, c'était en soi une belle affaire. En plus, on voulait fêter un anniversaire, donc on se fait plaisir. C'était un petit 2 pièces avec une chambre, une pièce à vivre, vraiment pour de jeunes filles qui vont passer un petit week-end, c'est parfait. Et déjà, dès qu'elles étaient dans le taxi en route pour leur logement aux Bahamas, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Le taxi a refusé de les emmener à l'endroit précis où se trouvait leur logement. Il a dit qu'il voulait les déposer un peu plus loin. Elles devaient donc marcher pour s'y rendre. Candice ne sait pas si c'est parce que l'endroit craignait ou s'il y avait une autre raison. Elle ne le sait toujours pas. Elles ont marché, donc sans souci, jusqu'au logement, et elles ont vu qu'en fait, le logement, donc l'appartement, était sur un étage, et qu'en dessous, il y avait un autre appartement. Dans l'appartement du dessous, il y avait les propriétaires du logement d'au-dessus, qui mettaient à disposition donc ce logement sur Airbnb. Elles se sont installées dans le logement du dessus. Elles étaient très contentes, ça correspondait parfaitement aux photos. Elles sont donc prêtes à passer un week-end entre filles pour fêter l'anniversaire de Candice. On a quelques petites précisions supplémentaires sur comment est agencé l'appartement. Il se trouve qu'il y a donc la pièce à vivre et la chambre. Le lit se situe face à la porte de la chambre et si la porte de la chambre est ouverte, on voit directement la porte d'entrée de l'appartement. C'est important. L'anniversaire de Candice se profile donc pour être un anniversaire mémorable. En même temps, un anniversaire aux Bahamas, c'est plutôt cool. Sauf qu'il l'a été, mais pas dans le bon sens. Il était à peu près 21h quand les deux jeunes filles ont décidé de se coucher. Elles étaient épuisées de leur voyage et elles voulaient se coucher tôt pour se réveiller tôt et profiter de leur journée le lendemain. Alors que Candice commençait à s'endormir, elle a eu une petite voix dans sa tête qui lui disait « Ferme la porte de la chambre ». Étant trop fatiguée, elle a fait taire cette petite voix et elle s'est endormie. Plus tard dans la nuit, Candice s'est réveillée car il y avait un orage très violent. Le tonnerre l'a fait sursauter, elle a ouvert les yeux, se demandant ce qu'il se passait, elle a compris qu'il y avait de l'orage, donc elle s'est rassurée. Elle a essayé de se endormir, mais elle n'a pas réussi parce qu'elle a entendu une voix qui venait de l'extérieur de l'appartement. C'était la voix d'une personne qui semblait parler toute seule. Concrètement, elle ne parlait pas toute seule, elle était au téléphone avec quelqu'un. C'est pas quelque chose qui a surpris Candice plus que ça. Elle s'est dit que c'était probablement l'un des propriétaires de l'appartement du dessous qui était sorti pour passer un coup de téléphone. Candice a essayé de se rendormir mais elle n'y arrivait pas. Avec l'orage et en plus avec la personne qui parlait dehors. Ça a commencé à l'agacer donc elle s'est redressée légèrement sur le lit. Elle a ouvert les yeux et regardé en direction de la porte d'entrée et là, elle a vu un homme.
se tenir juste au niveau de la porte de sa chambre. Bien qu'il faisait trop sombre pour discerner le moindre détail, elle en est sûre de par la carrure, la personne qu'elle avait devant elle était bel et bien un homme. Et elle ne sait pas vraiment pourquoi, elle n'a pas eu à ce moment-là la réaction de crier ou de se lever, elle était encore en fait dans cette phase de demi-sommeil entre le conscient et l'inconscient, elle a simplement en fait bougé dans le lit, comme si en fait elle voulait juste montrer qu'il y avait quelqu'un, qu'elle était là. L'homme n'a pas réagi, Candice le regardait toujours, et c'est là que la situation commence à la réveiller, où elle commence un peu à reprendre le contrôle de ses sens et qu'elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Et justement en reprenant un petit peu ses esprits, là, elle commence à paniquer. Elle décide donc de réveiller l'ami qui était avec elle, qui dormait avec elle, sauf que le temps que l'ami de Candice se réveille, l'homme avait disparu. Les deux jeunes filles ont allumé la lumière, elles ont regardé dans l'appartement, et rien, aucune trace de cet homme qui s'était infiltré dans le logement. Encore maintenant, les événements qui se sont passés cette nuit-là posent des questions qui les animent encore. Elles ont plein d'interrogations, et je compte sur vous en commentaire pour dire ce que vous pensez de tout cela. On a quand même quelqu'un qui a gâché un anniversaire, donc faites à Candice ce cadeau. Personnellement, je pense qu'on a affaire là à un cambrioleur. Alors là, je vais partir dans une théorie qui peut être assez folle. Les propriétaires ont sûrement un double du logement et ils se sont dit, voyant qu'ils avaient affaire à deux jeunes filles qui ont à peu près la vingtaine, ils se sont dit, on va aller les dépouiller, prendre un peu d'argent, les objets de valeur. Donc pendant la nuit, ils sont allés dans le logement. S'ils ont effectivement un double, ils peuvent s'infiltrer plutôt aisément. Et voyant que ils ont été remarqués, ils ont pris la fuite sans rien prendre. C'est une théorie qui se tient, ça peut être un cambrioleur qui n'est pas les propriétaires, ou alors peut-être quelque chose d'autre qui est en lien avec la fameuse réaction du taxi un peu plus tôt. Peut-être qu'il ne voulait pas aller sur place à cause de certaines raisons, et que Candice a vu cette nuit-là une de ces raisons. Est-ce que cet individu fait partie de quelque chose de plus gros? Ça, on n'en a aucune idée par rapport aux informations qu'on a. Donc personnellement, je trouve que la théorie la plus rationnelle, c'est la théorie du cambrioleur. Je pense également au fait qu'on a vraiment affaire à un cambriolage, car l'homme n'a pas eu de réaction vis-à-vis des deux jeunes filles. Il aurait pu essayer d'abuser d'elles, essayer de leur faire du mal ou quoi que ce soit. Pas du tout. Dès qu'il a vu qu'il avait été cramé, là, l'homme est parti. Il a peut-être pas vu Candice bouger la première fois, mais peut-être qu'il l'a entendu quand elle a voulu réveiller son ami, donc là il s'est dit mince, je suis cramé, je m'en vais. Ça se tient, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, je pense que ça lui fera plaisir de voir quel est votre avis là-dessus.